Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des sous-groupes compacts de GLN de R. C'est quelque chose qu'il faut avoir bien compris pour l'oral, surtout, bon, il y a une leçon sur les sous-groupes de GLN, et il y a quelque chose de particulier à dire sur ces sous-groupes compacts, et dont on va parler. En gros, le mélange de ça, bon, normalement il faut l'avoir remarqué, il y a un mélange détonnant entre la structure groupe et la structure topologique. Vous mélangez les deux ensemble, ça crée quelque chose d'assez rigide qui va débouler jusqu'au théorème de Cartan, où carrément un sous-groupe de GLN qui est fermé, il va avoir une structure de groupe de Lie, hein, c'est-à-dire une structure différentielle. Donc c'est vraiment très fort. On ne va pas aller jusque-là, mais on peut déjà commencer par remarquer la chose suivante. Quand on regarde la classification des coniques, bon, alors des coniques, on va prendre la classification des coniques non dégénérées. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a hyperbole, il y a parabole et il y a ellipse. Bon, voilà, ces trois-là. On dessine une ellipse, on dessine une hyperbole, on dessine une parabole. Et qu'est-ce que ça veut dire la classification? Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire une classification. Là, ici, on est en train de parler d'une classification affine, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder une classification des coniques, c'est-à-dire on regarde les coniques non dégénérées, hein, modulo l'action naturelle du groupe affine. C'est-à-dire en gros que, d'une part, un élément du groupe affine n'enverra jamais une ellipse sur une parabole, ni sur une hyperbole, ni une parabole sur une hyperbole et inversement. Bon, ça c'est assez clair. Et réciproquement, deux ellipses pourront être envoyées l'une vers l'autre par un élément du groupe affine, et pareil pour les autres. Donc voilà la classification. Eh bien, c'est aussi incroyable que ça puisse paraître, eh ben, la classification topologique est en gros la même. Sauf que, bon, ça veut dire que les fonctions continues n'agissent pas sur les coniques. Mais on peut dire que deux coniques non dégénérées sont topologiquement équivalentes, c'est-à-dire il existe un homéomorphisme qui passe de l'une vers l'autre, si et seulement si elles sont affinement équivalentes. Donc si et seulement si il existe un élément du groupe affine qui passe, effectivement, quand vous regardez, topologiquement, elles sont distinctes. Donc la classification topologique et la classification affine sont équivalentes. Bon, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant à remarquer. Alors, on va se concentrer sur l'ellipse. Pourquoi l'ellipse n'est pas équivalente aux autres, et le mot est lâché, c'est le mot compacité. C'est parce que c'est la seule qui soit compacte. D'accord? Et on va s'intéresser particulièrement à cette compacité. Cette compacité, bon, c'est la voix de son maître, hein, c'est O de Q qui va agir sur l'ellipse. L'ellipse, elle naît d'une forme quadratique Q qui est définie positive, bon, plus des chouïas d'éléments qui sont de degré 1 et 0, mais bon, qui finalement n'ont pas tellement d'importance. Donc il y a une forme quadratique définie positive, et c'est celle-ci qui est intéressante dans l'ellipse. Et le groupe O de Q, en agissant sur l'ellipse, alors bon, on a normalisé l'ellipse pour que O de Q puisse agir dessus, en agissant sur l'ellipse, eh bien, le fait qu'il soit compact, ça va impliquer que l'ellipse est compacte, parce qu'il y a une action transitive, évidemment. Hein. Alors, on va aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Hein. Voici déjà une première proposition. ON est compact. Voilà. Ça c'est le premier truc. Et même, c'est un sous-groupe compact maximal. Voilà, c'est ça qu'on va prouver. Et plus généralement, si Q est définie positive, voilà, eh bien O de Q est compact, le groupe O de Q, le groupe orthogonal pour Q, hein, qui préserve la forme quadratique, et c'est même un sous-groupe compact maximal. Voilà, donc le mot est lâché, et ça, c'est quelque chose de pas trop difficile à montrer, assez classique hein, pour la grecque. Alors, allons-y. ON, d'abord, est fermé.
Hein, d'accord. Bon, pourquoi? Parce que ON, c'est f-1 de IN pour l'application qui va de Mn de R dans Mn de R, hein, qui à M associe M transposé M. D'accord. Voilà. Donc déjà, c'est fermé, parce que ça, c'est une application continue sur un espace vectoriel sur R, de dimension finie sur R. Et là, c'est l'image réciproque de l'identité. Bon, fermé, c'est clair. ON est borné, parce que si on prend M dans ON, on a la somme pour tous les IJ de la valeur absolue, on peut enlever, on est sur R, donc on n'est pas obligé de mettre ça, MIJ au carré est égal à M. Bon, alors ça c'est pas mal. Pourquoi c'est vrai? Alors c'est vrai pour plusieurs raisons. Par exemple ici, le membre de gauche, c'est la trace de M transposé M. Donc comme c'est la trace de M transposé M et que M est dans ON, c'est la trace de IN, et la trace de IN, ça fait N. Mais ça peut être vu aussi autrement, c'est-à-dire on regarde colonne par colonne, étant donné que ON préserve la norme quadratique, ça préserve la somme au carré, donc ça veut dire que la somme au carré est toujours égale à 1 pour chaque colonne, et comme il y a n colonnes, on fait ça colonne par colonne, ça fait 1 pour chaque colonne, ça fait n. Voilà, bon, alors donc ça, c'est borné donc pour la norme quadratique, donc pour toutes les normes évidemment. Donc, bon, ça nous donne un ensemble, on va dire, compact. Maintenant, en tant que sous-groupe, il est compact maximal. Alors regardez pourquoi il est compact maximal, parce que si on prend un groupe, un sous-groupe de GLN de R, qui est compact, G est compact, et qui contient ON, on va montrer que G est égal à ON. Alors on prend petit g dans grand G, et on veut montrer que G est dans ON forcément. Alors on fait sa décomposition polaire, G égale OS, alors O est dans ON, S est dans Sn++, donc les matrices symétriques, définies positives. Ce qui va faire que S est égal à O moins 1 G. Alors, comme petit o est dans grand O n, il est dans G est dans G, donc ça fait S qui est dans G. Bon, on va prendre, alors ce qu'on sait, c'est que S est diagonalisable, avec des valeurs propres strictement positives. Alors on va prendre lambda, une valeur propre de S, et V lambda, un vecteur propre, on va avoir S puissance M de V lambda est égal à lambda M V lambda. Alors je vous fais remarquer que V lambda, donc ça pour tout M dans Z, et V lambda est un vecteur non nul, lambda est positif, on va avoir lambda M, eh bien le fait que ce soit vrai pour tout M dans Z, le fait que G est compact, on va avoir que l'ensemble des S puissance M qui est dans G est compact, donc en se multipliant par V lambda, ça va nous donner un compact. Et donc ceci est compact. Donc toutes les coordonnées de ce vecteur-là vont être compactes, et c'est non nul, évidemment. Donc ça implique que forcément, comme c'est vrai pour tout M dans Z, lambda ne peut pas être strictement plus grand que 1. Oui, parce que sinon vous feriez tendre ça vers l'infini, les coordonnées tendraient vers l'infini, et lambda ne peut pas être strictement inférieur à 1, parce qu'en prenant m négatif, de plus en plus tendant vers moins l'infini, ça ferait tendre ça vers plus l'infini. Bref, lambda est égal à 1, comme S est diagonalisable avec que des valeurs propres égales à 1, S égale identité, donc G est égal à O. Et ce qui fait ce qu'on voulait, que G appartient à O indice N. Voilà donc la première histoire. ON est non seulement un compact, mais c'est un sous-groupe compact maximal. Et c'est un petit peu le secret de cette histoire. Comment le faire passer à O2Q? Ça, c'est aussi un truc classique que normalement, à la grève, on doit savoir faire. O2Q, on veut montrer que c'est un sous-groupe compact maximal lorsque Q est défini positif. Alors, soit on va appeler grand S la matrice de Q dans une base, et on a forcément, comme Q est définie positive,
Soit vous évoquez Gram-Schmidt, soit alors c'est carrément tout simplement le théorème de Sylvester. On a S qui est égal à P transposé fois identité fois P. Donc j'omets le identité. S est congruente à l'identité sur R. Ça c'est un théorème fort. Ce qui va faire que A appartient à O de Q. Si et seulement si, bon, on le sait, A transposé S A est égal à S. Okay. Maintenant, j'écris S sous cette forme, ça va me faire PA transposé fois PA égale P transposé P. Je passe les P de l'autre côté, ça va faire assez facilement PA P-1, le tout transposé fois PA P-1 égale identité. Et ça, si et seulement si, PA P-1 appartient à ON. D'accord, c'est la définition de ON qui est ici. Donc, moralité, O de Q est égal à P-1 ON P. Donc, c'est l'image, O de Q, c'est l'image de ON par la conjugaison par P-1. Or, la conjugaison, c'est un automorphisme de GLN de R. Donc, ça va envoyer un sous-groupe vers un sous-groupe, évidemment. Et d'autre part, c'est continu. Donc ça va conserver la compacité. Donc ça veut dire qu'un sous-groupe, donc d'une part que lui est compact, mais aussi que c'est un sous-groupe maximal. Voilà. Alors, bon, je fais remarquer que ceci n'est pas un grand prodige, ça peut aussi se dire autrement. Dit autrement, O de Q, c'est le stabilisateur dans GLN de R, pour l'action par congruence sur Q. Voilà. Et on sait que la forme quadratique canonique sur Rn et n'importe quelle forme définie positive sont dans la même orbite pour la congruence. Voilà. Donc, les stabilisateurs sont conjugués. Voilà. C'est juste que dans la même orbite, les stabilisateurs sont conjugués. Ça, c'est intéressant de le voir comme ça aussi. Donc maintenant, on va voir une autre approche. L'autre approche, c'est de dire que non seulement O de Q est compact, est un sous-groupe compact maximal, mais réciproquement, tout sous-groupe compact de GLN de R est inclus dans un O de Q. Ou si vous préférez, tout sous-groupe compact de GLN de R est conjugué à un sous-groupe de ON. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus fort, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, cette fois-ci, sur le dessin. Ok, alors montrons le théorème suivant. Soit G est un sous-groupe compact de GLN de R, alors G est conjugué à un sous-groupe de ON. Ou, si on préfère, alors G est un sous-groupe d'un O de Q pour une forme quadratique Q qui est définie positive d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça veut dire aussi que d'un point de vue groupiste, la compacité, c'est l'euclidien. Donc ça, c'est la stabilisation d'une forme euclidienne. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez puissant et qui devrait marquer les esprits. Alors, la preuve, celle que je vais vous donner, bon, alors il y a des preuves assez difficiles, mais celle-ci, elle peut se faire à partir quand même de la preuve de l'ellipsoïde de John Loner, qui est un développement assez classique. En tout cas, si vous ne l'avez pas dans votre musette, je vous le conseille. Il a quand même beaucoup de qualités. Vous avez de qualité de placement, je veux dire. D'une part, il y a de la forme volume dans le déterminant. Il y a des formes quadratiques. Il y a du calcul différentiel. De la géométrie, vraiment, telle qu'elle est. Voilà, ça se passe dans un espace géométrique, c'est un problème vraiment géométrique, de la topologie. Bref, c'est un produit à haut placement. Alors, il dit quoi? Il dit que si K est un compact d'intérieur non vide de Rn, alors il existe un unique ellipsoïde centré en zéro, de volume minimal contenant K. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ellipsoïde? On va dire, c'est un ensemble de la forme EQ, où Q est une forme quadratique définie positive, et c'est l'ensemble des V tels que Q de V est inférieur ou égal à 1.
Comme ça, ce sera un ellipsoïde et centré en 0, hein, parce que c'est une forme quadratique. Hein, c'est un polynôme homogène de degré 2, pas un polynôme de degré 2 tout court. Voilà, et donc c'est l'unicité est en plus vraiment très très jolie là-dedans. C'est une caractérisation. Alors allons-y, on a K, on va poser K égale l'ensemble des G de U quand petit g parcourt grand G et U parcourt la boule unité. Vous remarquerez que K est évidemment un compact d'intérieur non vide de Rn. Alors pourquoi d'intérieur non vide? Parce que pour G égale l'identité, vous avez déjà la boule, hein, donc vous avez l'intérieur qui est non vide. Et pourquoi il est compact? Parce que c'est l'image de G croix B dans Rn qui, au couple GU, associe G de U. Alors ça, c'est évidemment une application polynomiale, donc continue, et donc l'image d'un compact, ça c'est compact, G est compact, la boule est compacte, évidemment, et donc l'image d'un compact par une application continue, ici, va être compacte. Ok, donc du coup, on va appliquer le théorème de John-Lohner à ça, et on a eu un unique ellipsoïde centré en 0, donc finalement, une forme quadratique, il existe une forme quadratique, et l'ellipsoïde est unique ici, tel que, qui est sous cette forme, avec Q définie positive, et le volume de EQ qui est minimal, et tel que K est inclus dans EQ. Alors maintenant, regardons, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a K qui est G invariant, hein, parce que quand on va prendre, bon, disons, imaginons qu'on met G', hein, G' de GU, comme G est un groupe, c'est encore de la forme G de U, avec U toujours dans la boule unité. Donc G de K est égal à K, bon, voilà, il est G invariant. Donc ça veut dire que G de K est inclus dans G de EQ. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que G de EQ? J'affirme que l'image directe de E indice Q, l'ellipsoïde, par G, c'est l'ellipsoïde, mais associé à la forme quadratique, hein, Q rond G-1. Donc si vous n'êtes pas convaincu, regardez ça, vous prenez, qu'est-ce que c'est que G de EQ? C'est l'ensemble des W de la forme G de V, avec Q de V inférieur ou égal à 1. Voilà. Et ça, c'est vrai seulement si Q de G-1 de W est inférieur ou égal à 1. Voilà. Et c'est une équivalence. Donc on a cette égalité. Hein. C'est assez évident quand même quand on y pense. Donc ça veut dire que K est inclus dans ceci. Donc K, on avait dit que c'était G de K, donc c'est inclus dans G de EQ. Donc K, c'est inclus dans E de Q rond G-1. Bon, alors maintenant, on va utiliser l'unicité. Donc effectivement, on a K qui est inclus là-dedans et K qui est inclus là-dedans. Maintenant, est-ce que lui est de volume minimal? Ben oui, parce que si on doit regarder le volume de ceci, c'est le volume de G de EQ, et le volume de G de EQ, on sait que c'est le volume de EQ multiplié par la valeur absolue du déterminant de G. Hein, donc ça, c'est les formes, voilà, c'est le déterminant comme un volume. Bon, mais maintenant, si on regarde G puissance M avec M dans Z, comme on a fait tout à l'heure, hein, et qu'on voit que le déterminant, c'est une application continue sur G compact, on se rend compte que le déterminant de G en valeur absolue ne peut pas tendre vers l'infini, ni quand M tend vers plus l'infini, ni quand M tend vers moins l'infini, parce que G est compact. Donc finalement, ça ne laisse pas beaucoup de choses à la valeur absolue du déterminant, c'est juste 1. Donc ça veut dire que le volume de cette ellipsoïde image, c'est le même ici. Donc, avec le déterminant ici qui est égal à 1. Donc il est minimal, puisque lui était minimal, donc lui est minimal aussi. Donc par unicité, eh bien, on a que E, Q rond G-1 est égal à EQ. Alors là, maintenant, c'est là où c'est sympathique, c'est que
on va pouvoir retrouver des formes quadratiques grâce à la géométrie. C'est-à-dire que là, on est dans la géométrie, on est dans Rn, et on va retrouver des formes quadratiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut récupérer Q à partir de EQ? Si on peut récupérer Q à partir de EQ, alors on peut dire que Q est égal à Q rond G-1. Alors j'affirme que oui, quand vous vous donnez EQ, et vous vous donnez un X, si X égale 0, Q de 0, ça fait 0. Si X est différent de 0, grâce à votre ellipsoïde, vous voulez retrouver Q de X. Et bien vous regardez la droite ici engendrée par X, qui est non nulle, donc on a bien une droite. Eh bien, Q de lambda X, ben, c'est lambda 2 fois Q de X. Et vous regardez quand c'est que vous êtes dans l'ellipsoïde. D'accord? C'est-à-dire, tac, quand c'est que lambda 2 Q de X est inférieur ou égal à 1. Mais ça, ça va vous donner que valeur absolue de lambda est inférieure ou égale à 1 sur racine de Q de X. Ce qui va faire que le max des valeurs absolues de lambda pour lambda x appartenant à EQ est égal à 1 sur racine de Q de X. Voilà. Bon, donc ça veut dire qu'on peut récupérer parfaitement Q de X pour tout X à partir juste de l'ellipsoïde. Voilà, ça c'est un petit truc intéressant. Et donc comme on a le même ellipsoïde, bon, bah, les mêmes causes ayant les mêmes effets, et ben, on va avoir Q égale Q rond G-1. Voilà, ça veut dire que G-1 stabilise la forme Q, donc G-1 est dans O de Q, donc G est dans O de Q. Et donc voilà, hein, comme on a vu tout à l'heure, O de Q est conjugué à O de N, parce que Q est congruente à l'identité. Voilà, ça nous fait un joli théorème, et vraiment quelque chose qui devrait marquer les esprits.